Dans cette vidéo explosive, Charles Onana revient sur l'un des événements les plus controversés de l'histoire politique ivoirienne, le renversement de Laurent Gbagbo. Selon lui, ce n'était pas seulement une crise interne, mais une opération orchestrée avec l'aide de la France et de puissances étrangères. Onana dénonce une ingérence politique, militaire et médiatique, qui aurait manipulé l'opinion publique et influencé le cours des événements pour imposer un nouveau pouvoir. Pourquoi la France serait-elle intervenue? Quels intérêts se cachaient derrière cette opération? Quelles vérités ont été dissimulées au peuple? À travers des révélations choquantes, documents et analyses, Onana expose les coulisses d'un renversement planifié. Une vidéo essentielle pour comprendre la véritable histoire de 2011 et les enjeux géopolitiques en Afrique. Abonne-toi pour plus de vérités cachées et d'analyses profondes. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. Le président Sarkozy a décidé de renverser un chef d'État africain à la suite d'un contentieux électoral ivoirien. Bon, vous vous imaginez un chef d'État, prenons celui qui est le plus critiqué actuellement dans le monde, c'est le président Poutine. Imaginez-vous qu'il y a, un problème d'élection en France et le président Poutine dit, écoutez, je ne suis pas content que ce soit monsieur Hollande qui ait gagné les élections contre monsieur Sarkozy. Je vais faire un coup d'État, je vais renverser monsieur Hollande pour placer monsieur Sarkozy. Est-ce que les Français seraient contents de ce type de situation? Je pense pas. Je pense que même les Français qui n'ont pas voté pour monsieur Hollande ne seraient pas contents. En se disant, mais de quoi il se mêle? C'est exactement ce que monsieur Sarkozy a fait en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est que quand il a fait cela... Et Chirac avant lui, dans une certaine mesure. Oui, mais lui, il a parachevé cet acte. Et le problème, c'est que l'ensemble de la classe politique française a approuvé cela. J'ai été surpris. Vous savez qui a été parmi les rares dirigeants politiques français à s'opposer à ça? Vous le dites dans le livre, ouais. C'est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui a considéré que... il y a un seul député en plus. Bon, un seul député, M. Didier Julliard, ouais. Qui a écrit... qui avait écrit à Nicolas Sarkozy en lui disant « Ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire est inacceptable ». Et monsieur Jean-Marie Le Pen avait encore été beaucoup plus sévère en disant qu'il n'appartient pas à la France d'aller poser de tels actes. Et il a dit que ce type d'actes mettait en danger et les militaires français et les 15 000 citoyens français vivant en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que si c'est M. Le Pen qui était considéré comme le plus grand Satan de la vie politique française, c'est lui qui soit obligé de s'opposer à l'ingérence. De s'opposer à l'ingérence de la France dans un pays africain, bon, on a là quand même un problème. Devant l'ensemble de la classe politique française dite républicaine, il n'y a rien de républicain dans ce type de comportement. Et il se trouve que, évidemment, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire en 2011 a créé une situation de déchirure entre la Côte d'Ivoire et la France, premièrement. Deuxièmement, les institutions ivoiriennes ont du mal à se stabiliser aujourd'hui à cause de cette histoire. Parce que les Ivoiriens sont, en affrontement permanent sur le plan politique à cause de ce précédent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important qu'on fasse attention lorsqu'on pose un certain nombre d'actes politiques au nom de la France. Et moi, je ne suis pas sûr que cet acte qui a été posé contre la Côte d'Ivoire en 2011 répondait à ce que certains disent que c'était pour défendre les intérêts de la France. Mais écoutez, les intérêts de la France en Côte d'Ivoire, ce que je sache, n'étaient pas menacés sous Gbagbo. Le président Gbagbo n'avait jamais dit que les Français devaient quitter le pays, n'avait jamais nationalisé une entreprise française, etc. Donc, il travaillait, il était très proche de Chirac même, il lui demandait conseil à ce moment-là. Mais j'ai même appris en écoutant M. Bourgi que M. Gbagbo avait donné beaucoup d'argent aux dirigeants français de l'époque. Bon,
enfin, quand on lui demande, mais pourquoi vous avez donné autant d'argent, il dit, mais je ne croyais pas que un chef d'État français va me demander à moi de l'argent. Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, mais est-ce que ça, c'est les intérêts de la France? Lorsque M. Sarkozy dit qu'il va vitrifier le président Gbagbo, mais le président Gbagbo ne lui a rien fait. Donc, quand on est dans ce type de schéma, de posture politique, d'action politique, de comportement et de discours politiques, mais on est quand même en droit de se demander si véritablement on travaille pour les intérêts de la France ou contre les intérêts de la France. Moi, en tant qu'analyste, je suis obligé de constater qu'un chef d'État, vous savez, tous les dirigeants politiques français, lorsque le président Houphouët-Boigny, qui était ancien ministre sous la 4e République, qui a été un très grand ami de la France, le président de la Côte d'Ivoire, le président historique, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, était considéré à gauche comme à droite comme le vieux sage de l'Afrique, ami de la France. Bon, quand donc la Côte d'Ivoire, qui est son pays, se retrouve déstabilisée par le président Sarkozy, on fait quoi? On travaille pour la France ou contre la France dans ce moment-là? Quand on va prendre quelqu'un je dirais, au mépris des décisions des institutions ivoiriennes, on met quelqu'un d'autre dont on se sent très proche, qui est M. Alassane Ouattara, on le met au pouvoir à la place du président Gbagbo, dont les institutions de son pays disent qu'il a gagné les élections. Quand on va se mêler de ça, alors que ce n'est pas un dossier français, on travaille pour la France ou contre la France. Et ça, ce sont des vraies questions que devraient se poser des gens qui réfléchissent, que ce soit dans le domaine de la science politique ou dans le domaine de la politique étrangère de la France tout court. Donc aujourd'hui, les gens sont surpris de voir que la France commence à avoir mauvaise presse de plus en plus en Afrique, mais ce n'est pas sur le fait que les Africains sont haineux, etc., etc. Non, mais ils ne comprennent pas pourquoi ce que la France ne pourrait pas accepter, pourquoi on leur fait ce que la France n'accepterait jamais. Tout à fait. On va en reparler de ça juste après. Et est-ce qu'on peut retrouver le passage où le conseiller du président Gbagbo de l'époque reprend des inepties de l'époque, disant « Ah non, mais nous, on nous demandait de ne pas faire d'enquête ou… Est-ce qu'on peut retrouver ce passage-là qui était fascinant et qui est très révélateur, en fait, des ingérences? Oui, je ne l'ai pas là sous la main, et il est dans le livre, mais j'essaie de le retrouver. Il s'agit de M. Tillinac, qui avait rencontré Monsieur Bernard Oudin, c'est un Français, qui était effectivement conseiller du président Gbagbo, qui a rencontré donc l'ancien conseiller du président Chirac et qui lui avait demandé mais pourquoi la France soutient la rébellion? Parce qu'il y a une rébellion contre le président Gbagbo au début des années 2000. Donc, qui était pilotée par Guillaume Soro et qui était soutenu par M. Alassane Ouattara. Et moi, je vais découvrir dans les documents, dans les notes du général Georgelin au président Chirac, qu'effectivement, M. Alassane Ouattara soutenait la rébellion. Et le président Chirac disait au président Gbagbo ne faites rien contre la rébellion. Ne faites rien contre la rébellion. Et le témoignage que m'avait fait le président Gbagbo à l'époque, c'était qu'il avait téléphoné, enfin, il avait eu un coup de téléphone avec le président Chirac, il l'a appelé, je crois, à la suite d'un conseil des ministres, en lui disant pourquoi vous attaquez la rébellion? Il lui dit mais monsieur le président, vous, en tant que président français, si un matin vous vous levez et que vous voyez que votre pays est attaqué par un groupe de rebelles ou une agression extérieure, qu'est-ce que vous allez faire? Et moi, le président Chirac lui a dit, je n'aurais pas réagi comme vous. Et il lui dit, ah, vous n'aurez pas réagi comme moi, mais sachez, monsieur le président, que moi, je ne suis pas vous. Je suis le président de la Côte d'Ivoire. Et si la Côte d'Ivoire est agressée, moi, je vais faire le nécessaire pour défendre mon pays. Et quelles étaient les revendications à ce moment-là? On en a parlé un petit peu en micro, mais quelles étaient les revendications de ces rebelles
C'est juste qu'il voulait mettre Alassane Ouattara à la place. Bon, alors, la question de l'ivoirité était très problématique à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on considérait que M. Alassane Ouattara n'était pas ivoirien selon la constitution ivoirienne. Donc, c'est-à-dire que la constitution ivoirienne stipulait qu'il fallait être de père et de mère ivoirien et soi-même ivoirien, c'est-à-dire des parents d'origine ivoirienne. Bon, ce qui n'était pas manifestement le cas de M. Alassane Ouattara. Je produis dans le livre, cette fois-ci, un élément qui permet effectivement de comprendre que, au-delà de ce qu'on a voulu développer en France à l'époque, parce qu'il y avait des lobbies qui soutenaient M. Alassane Ouattara en France, qui considéraient que les Ivoiriens étaient devenus xénophobes, alors qu'en fait, il n'y a jamais eu un pays en Afrique de l'Ouest qui a autant accueilli d'étrangers que la Côte d'Ivoire. Donc, cet argument était fallacieux, parce que en fait, il y avait beaucoup je publie encore une note que j'ai trouvée qui montre quels sont les soutiens que M. Alassane Ouattara, banquier international très pro-américain, avait aussi bien au sein du Parti socialiste qu'au sein du milieu des banquiers français. Il était soutenu à l'époque par M. Strauss-Kahn, par M. Fabius, par Jean-Claude Trichet. Vous voyez, vraiment des gens qui ne sont pas des socialistes bas de gamme. Hein. Bon, et donc, le problème des Ivoiriens à ce moment-là, c'était que M. Alassane Ouattara ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être candidat.